Vous savez, l'héritage qu'on a reçu, il faut le défendre. Je ne suis pas quelqu'un tourné vers le passé, mais je suis un traditionnaliste. Et c'est un lien que nous avons avec les gens du Bourbonnais qui aiment leur région. Ce barrage ici a 70 ans, il a été construit pendant une époque un peu troublée qui était la Deuxième Guerre mondiale. Il nécessite de l'entretien pour maintenir ces conditions de sécurité et puis pour continuer à le faire fonctionner. Vous voyez que ce sont des ouvrages qui durent très longtemps. C'est une des cathédrales gothiques les plus au sud de la France. L'art gothique est un art du nord de la France. Vu son emplacement, elle est le monument emblématique de la ville de Clermont. Ces capacités qui sont la marque Michelin ont été au fond nées dans ces pistes. Vous savez, c'est extraordinaire quand on voit les images du passé et l'imagination qu'il a fallu pour créer cet ensemble-là. Croyez-moi, c'est pas banal. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au cœur de la série Vue d'Auvergne, série numéro 2. Une série qui, cette fois-ci, va nous faire voyager en images du côté de l'Allier, au cœur de la forêt de Troncé. Nous ferons un survol de la chaîne des Puys dans le Puy-de-Dôme. Puis nous prendrons de la hauteur à Garabi dans le Cantal. Mais pour l'heure, notre adresse aujourd'hui est le Puy-en-Velay en Haute-Loire. Si le Puy-en-Velay est le point de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, cette ville située au sud-est du Massif central est avant tout un site exceptionnel. Aux allures moyenâgeuses, tout en hauteur, la ville semble comme préservée des atteintes du temps. L'ensemble est mis en valeur par un éclairage de style approprié, agrémenté par des travaux d'urbanisme, des rénovations de quartiers entiers, des décorations florales. Aux efforts de chacun s'ajoute le soutien indispensable de la ville, du syndicat intercommunal, tout comme de l'entreprise ERDF. ERDF est une entreprise, un service public de proximité qui a en charge la distribution de l'électricité. Par son ancrage local, c'est une entreprise industrielle, acteur du développement du territoire. Or, sur la ville du Puy, dont l'activité économique est essentiellement portée par le tourisme, ERDF contribue à la mise en valeur du patrimoine. On est aux côtés de la ville, aux côtés du syndicat d'énergie, pour faire ce qu'on appelle l'effacement des réseaux, donc la mise en valeur de ce patrimoine. Mais on a souhaité aller plus loin sur la ville du Puy en accompagnant, en étant partenaire des principaux événements culturels et touristiques. En premier lieu, on peut citer les fêtes Renaissance du Roi l'Oiseau, qui rassemblent chaque année plus de 6000 personnes, participants costumés, et qui accueillent à peu près 100 000 visiteurs, 100 000 spectateurs. Alors, on a été séduit par le projet de Vue d'Auvergne de réaliser une vidéo sur Notre-Dame de France, qui est un monument emblématique du Puy-en-Velay. La Vierge qui a été érigée seulement quelques années avant l'apparition de l'électricité, et son dispositif d'illumination mis en place à l'occasion de la rénovation en 2012 lui donne également un côté de modernité, une impression de modernité. C'est donc tout naturellement que ERDF a souhaité accompagner Vue d'Auvergne dans cette vidéo. La statue Notre-Dame de France et son socle sont inscrits aux monuments historiques depuis 1997. En 2012, la statue a été entièrement restaurée. Elle n'est pas seulement un élément du paysage local, elle fait complètement corps avec la ville et d'ailleurs elle est le monument le plus visité du département de Haute-Loire.
L'origine de la statue, elle est toute simple. C'est l'histoire d'une rencontre entre le père de Ravignan, un jésuite qui vient prêcher une retraite dans la ville du Puy, et le père Théodore Combalot, qui est un prêtre du diocèse, qui participe à la retraite et qui va présenter le projet du père de Ravignan, qui est de construire une statue sur ce socle, sur ce piédestal rocheux qui est absolument libre et vide, de construire une statue sur ce piédestal. Donc le père Combalot présente à l'ensemble des prêtres du Puy ce projet, qui est accepté avec enthousiasme, y compris par l'évêque. Et l'évêque décide de créer une commission pour étudier la possibilité de faire cette statue et va confier aux artistes d'Europe qui voudront bien se présenter le soin de réaliser une maquette. Un concours est organisé et c'est M. Bonacieux, Louis-Marie Bonacieux, qui est choisi pour construire la statue. C'est la statue la plus grande au monde, avant la statue de la Liberté, qui sera érigée en 1886, offerte par la France aux États-Unis. Mais c'est une fierté nationale, bien sûr, cette grande statue de la Vierge de Notre-Dame de France. Symboliquement, c'est quelque chose de très important dans le contexte historique de l'époque. C'est un lieu d'unité. Entre les évêques de France, d'unité pour la France, de prière pour l'unité. Et l'évêque, Monseigneur de Morlhon, est très attaché à ce que cette statue s'appelle Notre-Dame de France, pour manifester cette unité et que ça soit aussi une statue qui soit un symbole de paix. C'est pas pour rien que l'évêque demande non seulement une souscription à laquelle des dizaines de milliers d'enfants participent, mais demande aussi une aide de Napoléon III, qui va lui fournir une aide en argent, 10 000 francs de l'époque, et une aide avec les canons de la bataille de Sébastopol. Donc les canons de Sébastopol sont fondus pour faire une statue. Les canons de la guerre deviennent un symbole de paix à travers la statue de Notre-Dame de France. La statue Notre-Dame de France n'est pas la seule richesse architecturale à découvrir ici, au cœur du Puy-en-Velay. Nous avons débuté cette émission à l'Hôtel-Dieu, au musée Hôtel-Dieu de la ville. Je vous invite à rejoindre à présent Géraldine Dabrigeon, la directrice des lieux. Elle nous attend. Bonjour Géraldine Dabrigeon. Bonjour Marc-Alexis. Merci de nous accueillir ici, au cœur du musée Hôtel-Dieu que vous dirigez. Nous sommes dans un lieu un peu particulier, c'est une pharmacie. Pourquoi y a-t-il une pharmacie ici au musée Hôtel-Dieu au Puy-en-Velay ? Cette pharmacie, en fait, elle est liée à l'histoire de l'Hôtel-Dieu, tout simplement, puisqu'au départ, c'est un lieu qui est fondé à la fin du XIe siècle en lien avec le pèlerinage à la Vierge et à Saint-Jacques pour accueillir les pèlerins les plus démunis. Et puis ce lieu va connaître d'autres fonctionnalités et va devenir par la suite non plus seulement un lieu de soins, un lieu de charité et d'hospitalité, mais aussi un lieu de soins à partir du XIVe siècle. Vous parlez de la Vierge du Puy, c'est pour cette raison qu'il y a une statue, une réplique de Notre-Dame du Puy, non pas Notre-Dame de France du Puy-en-Velay, mais la Vierge Noire, juste devant vous, derrière moi. Oui, parce que le culte marial, il est omniprésent au Puy. Dès le 5e siècle, on va dire que c'est vraiment un acte fondateur dans l'histoire de la ville du Puy à l'époque, puisqu'on parle même du Puy Sancta Marae. Donc ça veut dire vraiment le Puy est lié à l'histoire de cette Vierge, d'abord à une légende, à plusieurs légendes qui sont fondatrices, et puis ensuite au fait qu'il y a la présence de cette Vierge Noire, et qu'encore aujourd'hui, tous les 15 août, on a le pèlerinage et on a une vraie dévotion mariale. Alors au risque de vous faire rougir, ce musée il est magnifique. Et on vous doit peut-être pas sa rénovation, mais en tout cas son entretien au jour le jour, et le fait que le musée existe, qu'il vive. En quoi est-ce important aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de faire vivre un tel édifice ? Internet nous permet d'avoir accès à la culture de manière très facile, très simple, de manière immédiate. Pourquoi faire venir encore les gens ici ? D'abord parce qu'il y a une dimension patrimoniale. Je crois que c'est d'abord un bâtiment qui raconte une histoire et qui raconte l'histoire d'un territoire. Donc même sur Internet, quand on rentre dans un lieu et qu'on a ce sentiment-là de sentir que ce bâtiment il est encore chargé d'histoire, on ne peut que le vivre en étant dans ce bâtiment. Internet pourra vous donner des images, mais ne vous donnera pas ce ressenti. Quand on est au cœur de cette pharmacie hospitalière, on sent que ce lieu est chargé d'histoire, qu'il y a eu des malades, qu'il y a eu un soin qui a été donné à ces malades. Il y a même un parfum. Et le même fameux parfum des pharmacies. Tout à fait, donc on sent qu'il y a une âme. Et ça, Internet ne peut pas vous donner ce sentiment-là, en fait. Qui vient ici au musée Hôtel-Dieu ?
En fait, on a un public qui est assez varié. C'est aussi bien la population altiligérienne, les habitants de la Haute-Loire, mais aussi les touristes, puisqu'on est quand même une ville touristique. La statue de Notre-Dame de France, c'est un des premiers sites, puisqu'on reçoit plus de 90 000 visiteurs par an. Donc on va dire qu'on a aussi un public touristique, alors à la fois du territoire français, mais aussi plus de 20% de clientèle étrangère. Comment choisit-on une exposition temporaire? Est-ce qu'il faut forcément penser au mariage visuel, esthétique qu'il y aura ensuite entre des lieux comme celui où nous nous trouvons ou tout simplement le musée? Est-ce qu'il faut penser à ce type de mariage esthétique, visuel, ou alors c'est un coup de cœur de la directrice que vous êtes? Non, je pense que d'abord il y a aussi un choix politique. Quand on est aussi technicien d'une collectivité territoriale, notre patron c'est aussi l'élu. Donc il y a aussi une volonté politique d'amener des expositions, et en particulier en lien avec des grandes structures nationales comme le Louvre, ou là cette année avec un grand nom de l'art contemporain qui est Jean-Michel Autoniel, puisqu'il va installer une œuvre prochainement à Versailles, donc il a une vraie reconnaissance. Mais je pense que c'est aussi faire un choix qui soit en adéquation avec votre territoire et qui donne du sens. Parce qu'aujourd'hui, vous parliez d'Internet, l'idée aussi est de donner du sens et du fond. Bien sûr que la forme et ce qu'on en perçoit et le côté graphique et esthétique est important, mais c'est aussi raconter une histoire à travers une exposition. Donc il faut que cette histoire, elle fasse aussi écho à l'histoire de votre territoire. Et pour qu'il y ait une vraie adéquation et que derrière, le public qui va venir visiter, que ce soit l'habitant ou le touriste, il puisse se projeter dans cette exposition et se raconter ses propres histoires et avoir aussi ses propres référents. Et je crois qu'à travers le choix de Jean-Michel Autoniel cette année, c'est aussi un artiste qui fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'il va toujours travailler sur cette adéquation entre sa propre histoire, l'histoire de l'art en général, et l'histoire d'un lieu. Une dernière question plus personnelle, Géraldine. Quand vous entrez le matin pour venir travailler, que ressentez-vous? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tel décor, un tel environnement au jour le jour. Votre bureau est au milieu de ces décors. Je dirais toujours d'abord une grande fierté, parce que je crois que c'est important aussi quand on est directrice d'un lieu culturel comme celui-là, de croire au projet déjà, d'être fière de ce projet, de le porter, d'être aussi passionnée. Et puis moi, quand je suis dans ce lieu, je suis toujours chargée d'émotions en fait, parce que je trouve que justement, comme c'est un lieu patrimonial, où il y a eu aussi une restauration très contemporaine en fait, à travers la patte de l'architecte qui est Jean-Michel Wilmotte, on a vraiment cette adéquation. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce métier-là, c'était vraiment faire le lien entre justement cette histoire, le passé, le présent et le futur, comme je l'ai dit, et qu'à travers ce lieu-là, c'est vraiment cette idée-là en fait. Merci beaucoup Géraldine d'Abrigeon de nous avoir accueillis ici au musée Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, musée que vous dirigez. C'est ainsi que se termine notre numéro consacré à Notre-Dame de France, la statue Notre-Dame de France ici au Puy-en-Velay. D'autres vidéos de Vue d'Auvergne à découvrir sur ce site que vous êtes en train de consulter. Vous avez le droit de consulter Internet, Géraldine nous l'a dit, mais vous avez aussi le droit de venir visiter et découvrir des choses aussi belles que la pharmacie du musée Hôtel-Dieu ici au Puy-en-Velay. Merci. Bonjour à tous, notre adresse aujourd'hui est à la limite de l'Auvergne et du Gévaudan, sur la commune de Ruines-en-Margeride, dans le Cantal. C'est ici, entre Mende et Saint-Flour, qu'un édifice surplombe les rives de la Truyère. Nous sommes, bien sûr, au viaduc de Garabit. Ouvrage majestueux qui réunit les deux rives, cet ouvrage métallique fut créé pour relier Paris à Béziers en traversant le Massif central par une ligne de chemin de fer appelée à l'époque la ligne d'Écosse. Depuis plus de 120 ans, cet ouvrage, conçu par l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer et réalisé par le célèbre Gustave Eiffel de 1880 à 1884, représente un lien fort entre le territoire du Nord et celui du Sud.
Le jeune ingénieur Léon Boyer s'est largement à l'époque inspiré d'un autre viaduc, Maria Pia, sur le Douro au Portugal, un viaduc qui lui-même en son temps avait été conçu par la maison Eiffel. Patricia Vergnes-Rochez, merci de nous accueillir ici au viaduc de Garabi. Vous êtes historienne, conférencière, spécialiste du viaduc de Garabi. Vous avez écrit Le viaduc de Garabi, un géant d'un autre temps. Vous nous faites revivre dans ce livre l'histoire de sa construction, les différentes phases techniques de l'édification de ce joyau de fer, d'ailleurs, comme vous l'écrivez dans votre livre. Pouvez-vous, dans un premier temps, peut-être nous raconter les grandes étapes de la construction et les événements, surtout, qui ont amené à l'édification de ce joyau de fer ? Voilà, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Ici, il n'y avait évidemment rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture. On voyageait à l'époque à cheval, c'était vraiment, donc on ne connaissait pas la vitesse. Le train allait arriver et le train devait traverser ce massif central. Et on sait que le relief du massif central a été vraiment un casse-tête pour les ingénieurs de tout temps en termes d'aménagement du territoire, puisque dérouler une route bien droite au-dessus de toutes ces gorges et au milieu de ces reliefs divers et variés, ça a été compliqué. Et ce qui est quand même important à Garabi, c'est de noter le nom de Léon Boyer. Aujourd'hui, évidemment, et c'est normal, on retient le nom du grand ingénieur Gustave Eiffel, qui a marqué la Terre entière, puisqu'il a construit sur l'ensemble des continents et il a une centaine d'œuvres à son actif. Donc évidemment, et c'est un des ingénieurs les plus connus au monde. Donc on retient Gustave Eiffel, évidemment. Mais si Léon Boyer, ce jeune homme de 27 ans, n'avait pas eu l'idée de justement étudier ce projet qu'avait réalisé Eiffel à Porto et n'avait pas eu cette audace de proposer cet ouvrage à Garabi, Gustave Eiffel ne serait certainement jamais venu dans le Cantal ni dans le Massif central et n'aurait pas eu l'occasion de construire ce viaduc. Et ensuite, cet ouvrage, en fait, a été réalisé de gré à gré avec l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concours, comme c'est habituellement l'usage. L'État a fait confiance à Eiffel et à Boyer. Exactement. En fait, comme Eiffel avait réalisé ce viaduc à Porto, il avait, on va dire, toute l'expérience nécessaire et on savait qu'il était en mesure de le réaliser. Patricia, parlons du chantier précisément. Vous avez étudié, vous avez pris du temps pour regarder les ouvrages de l'époque, les plans de l'époque, on les voit là d'ailleurs au moment même où nous parlons. Comment se passe le chantier du viaduc de Garabi ? Oui, Eiffel est venu sur le site de Garabi et à plusieurs reprises. Et à l'époque, c'est assez drôle, j'ai retrouvé justement une famille sur Chalier. Papa, dans cette famille, était chef de chantier donc sur Garabi. Et quand Eiffel venait sur le chantier, il allait déjeuner dans cette famille. Il n'y avait pas de restaurant à l'époque ici, donc il ne mangeait pas à la cantine avec les ouvriers, mais il allait manger dans cette famille. À cette époque-là, il faut bien s'imaginer qu'il y avait vraiment des groupes de travailleurs qui suivaient les chantiers et qui partaient de chantier en chantier. Il y avait des viaducs qui se construisaient partout. Donc, dès qu'un chantier était terminé, on allait sur un autre. Toute la partie maçonnée a été construite par des Italiens, donc qui étaient des spécialistes de la taille de pierre, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ils sont venus à peu près 200 pour travailler sur cette partie maçonnée. Garabi n'a pas toujours été écrit G-A-R-A-B-I-T. Racontez-nous la petite anecdote. Alors, en fait, Garabi s'écrivait au départ G-A-2-R-A-B-Y. Et donc, ça venait de Garabiou, ce mot patois, qui voulait dire gare aux bœufs. Parce qu'en fait, donc, il y avait une toute petite rivière à l'époque.
Et quand les bœufs devaient descendre et traverser à gué la rivière, il y avait des risques derrière de se blesser. Et donc les paysans criaient « gare aux bœufs ». Et c'était resté Garabiou, gare aux bœufs, Garabi. Et c'est comme ça que le nom de Garabi est resté le nom du lieu dit ici. Patricia, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants à proximité du tablier et du viaduc. Puis nous ferons ensemble un tour de bateau en compagnie d'un géologue spécialiste des lieux, François Leleu. Il va nous parler de cet écrin de nature qui nous entoure. Que l'on soit ici ou beaucoup plus bas, on s'en aperçoit, le viaduc de Garabi est un élément incontournable du paysage naturel. Sa hauteur n'a jamais été égalée jusqu'en 2011, date de la création et de l'inauguration du viaduc de Millau, 349 mètres. Néanmoins, dès 1965, le viaduc de Garabi a été inscrit sur la liste des monuments historiques. Ce même viaduc de Garabi bénéficie actuellement d'une démarche de classement auprès du patrimoine mondial de l'UNESCO. François Leleu, racontez-nous un petit peu où nous sommes ici et qu'est-ce qu'il y a de magnifique à découvrir. On est un petit peu dans les entrailles du Massif central, c'est-à-dire que les roches qu'on peut observer sont très feuilletées, vous voyez, et c'est des roches qu'on appelle métamorphiques qui se sont formées quand le Massif central est en train de pousser il y a environ 400 millions d'années. Et maintenant, cette truyère a un petit peu d'intérêt dans le sens où elle s'est fait envahir par les épisodes volcaniques sur ces deux berges et a dû refaire son cours assez récemment, puisqu'il y a 3 millions d'années, elle prend le dessin qu'on connaît actuellement. Est-ce qu'on peut parler de sites géologiques particulièrement intéressants ? C'est intéressant dans le sens où, contrairement aux autres rivières qui bien souvent ont reçu des coulées de lave qui ont bouché leur lit, la truyère n'est pas remplie de lave pour l'instant et que son ouverture, comme j'ai pu dire, est relativement récente dans l'histoire géologique, puisque, semble-t-il, elle se serait ouverte à la fin des éruptions qui touchent le Cantal il y a 3 millions d'années. Parlez-nous de Grandval et de la manière dont on pourrait l'apercevoir. Alors Grandval se situe un peu plus en aval et c'est un gros barrage avec un dénivelé très important. En ce moment, l'aval de Grandval est en train de se faire nettoyer jusqu'au barrage qui se trouve un petit peu en aval de l'Aussac, le barrage de Saran. Et Grandval est intéressant puisque la rivière s'élargit à partir de Mallet et on a un espace un petit peu plus large qu'ici. Donc le barrage de Grandval est situé à 15 km du viaduc de Garabi. Ce barrage a permis de former la retenue de Garabi-Grandval, longue de 28 km. Il permet de produire la première des énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Il est haut de 79 mètres, long de 350 mètres et est équipé de 2 groupes de production. Cela permet de produire l'équivalent en consommation annuelle en électricité de la population de 3 fois comme Saint-Flour, soit 20 000 habitants. Ce barrage a été construit en 2 phases, une phase entre 1941 et 1943, arrêtée pour cause de la Seconde Guerre mondiale, et repris en 1955. Donc à l'époque, une sacrée prouesse en termes de génie civil. L'équipe du groupement d'usines de Grandval est composée de 11 personnes, 11 techniciens, qui assurent la surveillance et l'exploitation du barrage. Que ce soit le viaduc de Garabi, que ce soit Notre-Dame de France au Puy-en-Velay, ces édifices se contemplent autant de jour que de nuit, la lumière étant là pour les mettre en valeur. Mais cet éclairage est tout un art, comme nous l'explique Alain Martel, directeur de EDF Auvergne. C'est vrai qu'un site comme celui-là et un ouvrage comme le viaduc de Garabi, c'est un site et un ouvrage remarquable. L'éclairer, ça contribue à l'attractivité de ce site en termes touristiques. Donc EDF est marié avec la lumière, on sait bien tous que la lumière est depuis très longtemps avec l'électricité et donc nous sommes très sensibles
aux éclairages d'ouvrages de ce type. Les technologies sont choisies en fonction de la nature de l'ouvrage et de l'effet que l'on souhaite obtenir par sa mise en lumière. Dans le Puy-de-Dôme, là, par exemple, la cathédrale de Clermont a été mise en lumière il y a moins d'une vingtaine d'années et on peut constater que c'est un facteur d'attractivité du centre-ville majeur. Et quand on passe à proximité, ça fait toujours, j'allais dire, chaud au cœur de voir de la lumière. Voilà, notre escapade au viaduc de Garabi s'achève. Le viaduc et son plan d'eau vous attendent. Il y a là tout pour s'adonner aux joies des sports nautiques ou plus simplement aux promenades en bateau, seul, à deux ou en famille. La forêt de Tronchet, c'est un joyau. On a une chance infinie de l'avoir dans notre Bourbonnais. C'est une forêt magique, c'est une forêt dans laquelle, j'allais dire, je vis depuis pratiquement l'âge de 2 ans. Quand Colbert s'attaque au problème de la forêt qui était dans un état lamentable, il veut lui redonner son éclat, il veut lui redonner aussi sa pleine production. Promenez-vous un matin de bonne heure ou un soir d'hiver au crépuscule en forêt et vous verrez, vous sentirez qu'il y a une âme en forêt. L'Office national des forêts cherche toujours à assurer une gestion durable et une production durable de bois de haute qualité, comme on peut en trouver en forêt de Tronchet. Bonjour à tous, nous sommes ici au cœur du bocage bourbonnais, au nord-ouest du département de l'Allier, au milieu de la plus belle chaînée d'Europe, la forêt domaniale de Tronchet. Son nom remonte au XIIIe siècle, il est dérivé de tronce, ce qui en vieux français signifie tronc de chêne. Il faut savoir en effet que le chêne est à 80% la principale essence d'arbre présente ici en forêt de Tronchet. La forêt s'étend sur plus de 10 000 hectares, soit à peu près la superficie de la seule ville de Paris. Odile Fontan. On va prendre quelques instants pour parler de l'histoire de cette forêt, une forêt très ancienne qui remonterait au XIIIe siècle, dit-on. 2 rois ont eu un rôle important à travers cette forêt. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de la forêt de Tronchet. Il semble qu'il y ait eu une forêt très étendue sur tout le plateau qui se trouvait entre la vallée de l'Allier et celle du Cher, et dont Tronchet représente une partie aujourd'hui. Tronchet était une forêt qui appartenait au duc de Bourbon, et cette forêt est passée dans la propriété des rois de France au moment où le connétable de Bourbon a trahi François Ier. Et donc c'est à cette époque-là que Tronchet est devenu forêt du domaine royal. À l'époque, François Ier n'a pas attaché une importance particulière à la gestion de cette forêt. C'est beaucoup plus tard que la gestion raisonnée arrive et on parle de Jean-Baptiste Colbert comme étant le premier à avoir eu cette volonté de réfléchir l'avenir de la forêt. La forêt, pendant très longtemps, est restée une forêt qui était accessible à la population environnante, qui venait y chercher du bois. Et Colbert a souhaité remettre en place les limites de cette forêt pour que le domaine royal soit parfaitement respecté. Et il a fait borner
la forêt de Troncé, de même qu'il a fait borner d'autres grandes forêts du domaine royal. Nous allons continuer de parler de Jean-Baptiste Colbert avec Joseph de Colbert qui nous accueille chez lui. On le rejoint dans quelques instants. Alors Jean-Baptiste Colbert est un personnage que la plupart des gens connaissent parce qu'il est extrêmement célèbre, puisqu'il a accompagné pratiquement tout le règne de Louis XIV. Quand Colbert s'attaque au problème de la forêt qui était dans un état lamentable, il veut lui redonner son éclat, il veut lui redonner aussi sa pleine production, et il veut en faire un outil qui va permettre d'accompagner la marine, en premier lieu. Ensuite, c'est le fonctionnement de toutes les forges qui nécessitent énormément de bois, donc la fabrication des canons, des boulets, etc., enfin de tout ce qui est nécessaire pour gréer et armer un bateau. Et qu'aujourd'hui se pose le problème de savoir si on va recréer dans Troncé une futaie Colbert. Et a priori, ce n'est pas le chemin qu'ont pris les édiles, les hommes politiques, les gens de l'ONF. Il semblerait qu'on veuille recréer une futaie qui va s'appeler la futaie Buffet-Vent, du nom d'un célèbre sylviculteur qui a repris la forêt de Troncé en 1835, après l'exploitation des forges qui avaient beaucoup abîmé la forêt. Mais qu'on abandonne définitivement le nom de Colbert in situ dans la forêt de Troncé, c'est une erreur manifeste. Donc aujourd'hui, ma suggestion serait qu'on trouve un endroit, un rond-point, un lieu où on pourrait continuer à célébrer la mémoire de ce prestigieux ministre. Il se trouve qu'en fait, les arbres ont très peu servi à faire ça, puisque pour avoir des grands arbres à Troncé, il faut compter pas loin de 200 ans, et que 200 ans plus tard, les bateaux n'étaient plus en bois pour un bon nombre. En plus de ça, on a appris, enfin ça je ne le savais pas, assez récemment, que pour faire du bon bois de marine, dans bien des cas, il fallait des bois tordus, et pas des bois tout droits, comme sont les chênes de Troncé, qui sont tout à fait remarquables par leurs fûts qui sont très élancés et droits. On parle à l'instant avec vous des chênes qui correspondent à peu près à 80% des essences d'arbres que l'on retrouve ici en forêt de Troncé. On rejoint au cœur de la forêt Timothy de Ferrières, qui est responsable territorial de la forêt de Troncé. Tous les chênes ont le même âge. Et donc ça sur un cycle qui dépasse 200 ans, c'est-à-dire que c'est seulement une fois que la parcelle a atteint l'âge de 200 ans que tous les arbres sont récoltés. Ils sont à ce moment-là récoltés sur une période d'une dizaine d'années et c'est reparti pour un cycle. Et après ça, donc tous les 10 ans, nous pratiquons des éclaircies de manière à laisser la place aux plus beaux arbres et à arriver de nouveau à un peuplement âgé qui est majestueux. La forêt de Troncé est constituée principalement de chênes, à plus de 80%. On trouve quelques parcelles couvertes de pins là où le chêne est impropre à pousser. Mais dans les parcelles de chêne, on trouve en mélange du hêtre et du charme. Le hêtre est d'ailleurs une espèce qui serait dominante sur le chêne si les forestiers ne veillaient pas systématiquement à retirer les hêtres qui menacent les chênes. En forêt de Troncé, donc, nous avons une diversité animale qui est assez importante, notamment donc, des insectes, des oiseaux, des chauves-souris aussi, mais bien sûr aussi donc, ce qu'on appelle le grand gibier, donc des cerfs, des chevreuils et des sangliers. La forêt de Troncé est gérée selon un plan de gestion qui est établi pour une période de 20 ans. On peut penser qu'a priori donc, les principes qui seront suivis seront les mêmes que ceux qui ont prévalu jusqu'à aujourd'hui, à savoir une gestion en futaie régulière, avec toujours cet objectif d'équilibrer les classes d'âge, c'est-à-dire que vous avez autant de jeunes bois que de bois d'âge moyen, que de vieux bois. L'Office national des forêts cherche toujours à équilibrer les classes d'âge sur les forêts domaniales, de manière à assurer une gestion durable et une production durable de bois de haute qualité, comme on peut en trouver en forêt de Troncé. Il y a des endroits sauvages qui sont peu connus, je pense, des gens qui se promènent en forêt, des clairières insoupçonnées, des petites mares qu'on ne connaît pas, qui sont, je ne sais pas, toujours des restes de travail des gens qui faisaient du charbon de bois, probablement autrefois, des taillis très serrés avec des tout petits sentiers, des couliers d'animaux. Enfin, il y a beaucoup d'endroits qui sont assez magiques. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez mis le pied ici en forêt de Troncé ?
Ce dont je me souviens, c'est de la première chasse à courre à laquelle mes parents m'ont emmenée. Et justement, on était sur le pont de l'étang ici. Et c'était à l'époque Indé de la Selle, et je le vois encore dans la tenue rouge, et tout ça, je devais avoir 5 ou 6 ans, je pense. Odile Fontan, vous restez là bien évidemment. Vous parliez à l'instant de chasse à courre. On va rejoindre un petit peu plus loin dans la forêt, quelque part, Pascal Dormesson qui va nous parler justement de ce lien particulier de l'homme avec la chasse à courre, de la forêt de Troncé avec la chasse à courre, et puis aussi avec les chiens. Vous allez voir. La forêt de Troncé, c'est un joyau. On a une chance infinie de l'avoir dans notre Bourbonnais et on est très content. Quelque part, je dis que c'est ma forêt. Non, c'est pas ma forêt, mais c'est la forêt où le raïlement, nous avons la chance de chasser le cerf depuis plus de 50 ans. Il faut que ça soit un combat qui soit loyal, avec les ruses de l'animal qui va essayer de tout faire pour s'en sortir, et avec des chiens qui par eux-mêmes vont essayer de le prendre et déjouer les ruses de l'animal. Peut-être on va les aider un peu, mais l'idée c'est de prendre, mais de prendre bien, après une belle chasse. Je préfère ne pas prendre que de faire une chasse de raccro. C'est pas grave, on prend pas, on accepte d'avoir perdu, c'est pas le problème. Mon plus beau souvenir de chasse, c'est quand j'avais 7 ans et que je chassais pour la 4e fois sur une petite ponette qui s'appelait Charming, qui était merveilleuse, une petite Connemara que mon père m'avait offert. J'étais pensionnaire à l'époque aux Oiseaux à Moulins et ma seule joie, c'était quand je sortais du pensionnat de chasser. Et à la 4e chasse, après une longue et belle chasse où je suis restée 6 heures à cheval, et bien sous le rond des Cherbuissons, mon père m'a fait les honneurs d'un très beau cerf. Et je crois que je n'ai jamais ressenti une aussi belle émotion que ce moment-là. Vous pensez qu'il y a une âme en forêt de Troncé ? Oui, vraiment. Promenez-vous un matin de bonne heure ou un soir d'hiver au crépuscule en forêt et vous verrez, vous sentirez qu'il y a une âme en forêt. À certains endroits, vous êtes comme dans une cathédrale, vous avez une cathédrale d'arbres qui font vraiment comme une nef. D'autres endroits, vous êtes sur des bords d'étang avec une brume qui se lève. Vous êtes au milieu des forêts, vous voyez apparaître un animal. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très particulier que je crois être l'âme de Troncé. Odile Fontan, merci de nous avoir accueillis ici. Vous nous parliez de l'âme de la forêt. On va se quitter avec un texte qui nous parle de l'âme de la forêt. Et c'est Michael Lonsdale qui a très gentiment accepté de nous dire ce texte pour Vue d'Auvergne. L'immensité à Troncé se révèle dès le premier coup d'œil. La forêt surprend par son mouvement et par sa force le voyageur qui la découvre sortir des plaines décolorées du Berry. Elle l'enchante par sa beauté calme et apaisante lorsqu'elle lui apparaît sur le versant des terrains primitifs, qu'elle revêt comme d'un manteau. La forêt a ce privilège que la brusque révélation de son immensité se complète, se précise et se renouvelle par la vision patiente et minutieuse de ses arbres, de ses plantes, de ses insectes, par la lente observation de la vie qui circule dans la moindre de ses parties. L'infini en petitesse n'y est pas moins surprenant que l'infini en grandeur. Si la solitude ne vous effraie ni ne vous oppresse, alors vous éprouverez au cœur de la forêt la pure et haute joie de l'homme qui se retrouve, pour ainsi dire, en présence de soi-même, au contact de la nature vierge, de son exubérance indisciplinée, de sa rudesse et de sa force perpétuellement jeune, à laquelle la longueur du temps communique la sérénité. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons au pied du Puy de Dôme, au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et plus précisément devant la chaîne des Puys. Il y a un rassemblement de montgolfières initié par le Conseil général du Puy de Dôme. On va monter à bord d'une montgolfière, survol exceptionnel. Pour vous, c'est Vue d'Auvergne.
Appelés également Mont Dôme, les volcans d'Auvergne datent de l'ère quaternaire. Les premières éruptions ont eu lieu il y a 95 000 ans environ et les plus récentes se sont produites il y a moins de 8 000 ans. La chaîne des Puys constitue le plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Elle fait actuellement l'objet d'une démarche de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une démarche importante pour le territoire, une démarche voulue et impulsée par le président du Conseil général du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Goudbel. Alors c'est une démarche, j'en avais eu l'idée avant d'être président du Conseil général. Alors d'abord, il y a des éléments scientifiques, le type de volcanisme, la diversité du volcanisme, le fait que c'est du volcanisme, mais c'est aussi, en termes de géologie, toute la problématique de la faille de Limagne avec le soulèvement des Alpes, ce rift continental qui a commencé à se dessiner et qui est un phénomène exceptionnel qu'on ne rencontre pas ailleurs dans le monde. Et puis deuxième élément, c'est évidemment l'esthétique, ce qui est visible pour le visiteur, cet alignement nord-sud de 80 volcans qu'on ne trouve pas non plus sur d'autres continents. L'inscription au patrimoine mondial est quelque chose d'essentiel, de fondamental pour nos territoires. La démarche que nous avons initiée n'est pas une démarche purement institutionnelle. Nous avons pris appui sur des personnalités connues mondialement, nationalement, sur les entreprises, sur le monde associatif, sur les institutions, les collectivités locales. Et ce partage de cette démarche est un élément essentiel qui, au-delà de l'inscription, devra continuer. Avec une partie de notre équipe, nous sommes toujours à bord de la montgolfière mise à notre disposition par Dominique Goudquillet, que je remercie au nom de toute l'équipe Vue d'Auvergne. Là, nous survolons Vulcania. Vulcania qui est bien sûr le parc européen d'animation consacré au volcanisme. Il a été inauguré en 2002 par le Conseil régional d'Auvergne sous l'impulsion de son président à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Pour Vue d'Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing a accepté de revenir sur le sens premier de Vulcania. Une des ressources possibles pour l'Auvergne, il y a l'agriculture évidemment, notamment l'agriculture de montagne, l'élevage. Il y a l'industrie, mais l'industrie est assez localisée en Auvergne dans 2 ou 3 villes. Et il y a le tourisme. Mais le tourisme vient quand il y a une grande attraction. Bon, les grands monuments visités en France, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est Versailles et ainsi de suite. Et l'Auvergne, quoique ayant des belles choses à voir, n'avait pas de pôle d'attraction. Et je me suis dit, il y a un pôle d'attraction qu'il faut mettre en valeur, c'est le volcanisme. Parce que quand on arrive dans la plaine de la Limagne et qu'on voit cette chaîne, c'est une scène tout à fait extraordinaire, c'est une chose d'une rareté, une beauté tout à fait exceptionnelle. Donc je me suis dit, il faut mettre en valeur le volcanisme, comment faire ? Alors je me suis dit, il faut faire une sorte de parc scientifique, un espèce de parc de loisirs, mais enfin de loisirs agréables, de visite, sur le volcanisme. À ce moment-là, réflexion, où le faire ? Il y a eu des candidatures, il y a eu la candidature de Pont-du-Château en particulier, il y a eu la candidature de Châtel-Guyon, qui avait un assez grand terrain à l'entrée de la ville sur la gauche. Mais je me suis dit, si on fait un parc sur le volcanisme, il faut le faire près des volcans. Il faut traverser les volcans, voir les volcans, qui est un côté concret. Quand j'étais enfant, avec mon frère, mes cousins, nous circulions à bicyclette dans toute la région sans arrêt. Et nous passions souvent sur la route qui va de Clermont à Pont-Gibaud. Et sur cette route, on voyait à gauche quelque chose d'un peu bizarre, qui était un camp, avec des grillages tout autour, une petite maison en parpaing d'ailleurs, et aucune activité. Qu'est-ce que c'était ? Nous ne savions pas. Alors je me suis renseigné, c'était un dépôt militaire en fait. Ce n'était pas un champ de tir, il y avait ailleurs des champs de tir en Auvergne, comme vous savez. Ce n'était pas un champ de tir, c'était un dépôt militaire en vue de stocker des matériels divers, et qui avait une superficie assez importante.
Alors je me suis dit, c'est là qu'il faut faire Vulcania, parce que quand on lève la tête, on voit le puits de Dôme, on voit le puits de Pariou, on voit le volcan. Donc c'est là qu'on va faire le projet. Et ça n'était pas, je précise, dans la partie classée du parc des volcans. Donc il n'y a eu de ce point de vue aucune dérogation, demande exceptionnelle, et ainsi de suite. Donc je me suis dit, on va faire un parc de loisirs scientifiques sur le volcanisme, avec toutes les grandes manifestations volcaniques dans le monde qui sont fréquentes, spectaculaires, parfois dangereuses d'ailleurs, et on va le faire au pied des volcans d'Auvergne, derrière. Sous nos pieds, environ 1200 mètres, la terre ferme, la terre de Limagne, à l'ombre du géant puits de Dôme. C'est ici, comme inspiré mais aussi protégé, que vivent des hommes et des femmes désireux de rendre hommage à ce volcan. J'ai découvert Orsine quand mes parents ont racheté ce restaurant il y a à peu près 30 ans. Ça fait 11 ans que je suis installée, donc c'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Le jour où mes parents ont racheté, j'ai eu le coup de cœur pour ce métier, le coup de cœur pour ce bâtiment et le coup de cœur pour cette région, évidemment. Je ne savais pas comment ça allait marcher, je ne savais pas si les clients allaient apprécier ma cuisine, et puis il s'est avéré que oui. Quand je regarde ce volcan, le Puy de Dôme, ça m'apaise, ça me rassure. Je ne sais pas pourquoi, sa grandeur, sa puissance. Je monte régulièrement au Puy de Dôme. J'emmène ma fille régulièrement au Puy de Dôme, et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce volcan qui est inexplicable, et moi j'avoue que j'en ai besoin aujourd'hui. Alors j'essaye de travailler au maximum les produits du terroir. Je travaille beaucoup avec le domaine de Limagne, avec le foie gras et le magret de canard, donc pratiquement toute l'année. Il y a beaucoup de gastronomie dans la région, mais il n'y a pas que ça. Je pense principalement à Thierry Courtadon, qui est sculpteur. La pierre de Volvic, elle représente tout. Évidemment, il se dégage plusieurs émotions à la fois dans la sculpture. Il se dégage une première émotion quand on va choisir son bloc déjà en carrière, quand on sait toute la force et toute la puissance qu'il a fallu déjà pour extraire ce fameux matériau. Ensuite, il y a toute la puissance et l'émotion du dessin, justement accomplie dans la pierre. Puy de Dôme, c'est trois émotions. C'est l'identité, c'est la préciosité et c'est surtout l'émotion. Donc j'ai voulu sculpter à travers trois sculptures un petit peu cette évocation. Pour évoquer l'émotion, j'ai sculpté un électrocardiogramme dans lequel j'ai dessiné justement, sculpté cet électrocardiogramme, et ensuite à un certain moment, il y a ce Puy de Dôme qui se dessine et cet électrocardiogramme qui repart, pour vraiment évoquer le coup de cœur qu'on a à chaque fois quand on l'aperçoit. Ensuite, il y a le côté précieux un petit peu qui amène cette préciosité de cette montagne qui nous guide et qui est vraiment magnifique. Donc je l'ai sculpté dans un tableau baroque pour vraiment le mettre en valeur et le mettre en peinture. Et ensuite, il y a ce côté aussi identité, où je l'ai sculpté dans une empreinte digitale pour montrer que ce géant des dômes avait vraiment un impact et une trace sur notre vie et sur notre matière. Donc je lui dois tout, je lui dois cette matière qui m'aide aujourd'hui justement à pouvoir m'exprimer, à pouvoir vivre et de pouvoir vivre une passion. Et c'est vrai que c'est vraiment un respect mutuel. Donc elle m'amène plein de crédibilité. En 2012, le Conseil général du Puy de Dôme a initié la mise en circulation d'un train à crémaillère permettant aux touristes de rejoindre le sommet du plus célèbre de nos volcans. Sur 5 km, le panoramique des Dômes, c'est son nom, offre un paysage unique sur la chaîne des Puys. Ils l'ont emprunté pour nous retrouver au cœur du musée lui-même accolé au temple de Mercure. Je parle du géographe Yves Michelin et du volcanologue Pierre Boivin. Il y a 25 000 ans, il faisait très très froid ici puisque les premiers glaciers étaient à peu près au niveau d'Orcival à 30 km. Donc on avait un climat qui était très froid, très sec, sans glace, mais avec une végétation de type toundra. Et quand le climat s'est réchauffé petit à petit, à partir de 15 000 ans, la toundra a laissé la place à des arbres clairsemés, des genévriers, des pins,
et qui petit à petit ont constitué une forêt claire, un peu comme les forêts qu'on a au nord du cercle polaire. Et à partir de 10 000 ans à peu près, le climat s'est vraiment réchauffé. Sont arrivés les bouleaux et puis les noisetiers. Plus on remonte vers notre époque, moins il y a d'arbres. C'est-à-dire les Gaulois d'abord vont défricher, vont faire des mises en culture, et au moment de la conquête romaine, on a déjà des vastes espaces qui ne sont plus boisés. Et quand les Romains vont s'installer, vraiment on a une colonisation, une mise en valeur, et à la fin de l'Empire romain, il n'y a pratiquement plus un arbre dans la chaîne des Puys. Et elle va revenir surtout après la guerre de 100 ans, parce que la guerre de 100 ans a été assez terrible ici, parce qu'entre les soldats qui traînaient un peu partout, la peste noire, les famines, il y a 90% de la population qui disparaît au début du XIVe siècle. Et donc, comme il y a moins de monde, les arbres poussent. Et donc, on peut dire qu'à la fin de la guerre de 100 ans, on a un espace qui est très boisé. Il reste autour des villages, bien entendu, des zones agricoles, mais les volcans sont globalement boisés. Durant tout l'Ancien Régime, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, la forêt va disparaître petit à petit pour faire du bois de chauffe, pour faire du charbon de bois. Alors, la chaîne des Puys, on considère de façon assez arbitraire qu'elle a commencé il y a 100 000 ans, c'est une valeur ronde. Elle a fonctionné en plusieurs étapes essentiellement, mais de façon assez régulière. Et le Puy-de-Dôme est né dans la dernière phase, il y a 11 000 ans. On ne peut pas ne pas le voir. Et il est la figure tutélaire un petit peu du coin. Il sert de repère depuis toujours aux gens qui habitent dans la région à 100 km à la ronde, on le voit, quelle que soit la direction où on arrive. Quand on le voit et qu'on habite là, on dit ça y est, on est chez nous. Ensuite, c'est un lieu effectivement très en hauteur. Donc si on veut être vu, c'est là qu'il faut monter. Les Romains l'avaient bien compris en y montant un temple à la gloire de Mercure, certes, mais aussi à la gloire de l'empereur qui avait payé. On y met aussi, c'est un lieu privilégié pour diffuser les ondes sans aucun obstacle dans toutes les directions. Donc on a l'antenne pour cette raison-là derrière. Et on a juste au-dessus de la tête le laboratoire de météorologie où on a des tas de capteurs, puisque là on est directement au cœur des nuages pour récupérer tout ce qui arrive, soit de l'Atlantique, soit du nord de l'Europe, soit du Midi, etc., sans aucune contamination par quoi que ce soit. Donc on a l'air qui nous arrive de partout, on peut l'analyser, on peut regarder comment ça se passe, et on a également un lieu privilégié pour étudier les nuages. En plaisantant, je dis toujours que si je savais où est le bouton de l'ascenseur, il y a belle lurette, je t'aurais appuyé dessus. Parce que, vraisemblablement, on dit « Ah, une éruption, on va avoir peur ». Alors oui, on peut avoir peur de certaines éruptions. Mais pour d'autres, ça va être une très belle attraction touristique. Les volcans comme la Vachella Solace, ça va attirer du monde si ça fait un beau jet rouge. Une coulée qui avance tranquillement à 3 km/h, donc on a le temps de regarder, de faire toutes les photos qu'on veut. Et notre problème à ce moment-là, ça ne sera pas le volcan, mais ça sera de gérer le public. Voilà. Vous faites partie de ceux qui ont énormément travaillé, qui travaillent, c'est du présent de l'indicatif, au classement de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous allez gagner? Oui, on va gagner. On va gagner, c'est obligé, pour 3 raisons. La première, c'est parce que le dossier est scientifiquement inattaquable. La deuxième, c'est parce que on est soutenu par de nombreux pays au niveau des instances de l'UNESCO qui veulent pousser l'idée qu'on peut inscrire un patrimoine pour son caractère naturel, bien qu'il soit habité, et qu'on puisse imaginer des nouveaux modes de gestion, qui ne soient pas des modes de gestion qui interdisent à l'homme d'être dans la nature, mais qui permettent de fabriquer une vraie harmonie entre l'homme et la nature. Puis on va gagner parce qu'on est soutenu, on est porté par la population locale qui y voit un immense moyen d'accéder à une fierté, une reconnaissance. Voilà, c'est la fin de ce numéro Chaîne des Puys de la seconde série de Vues d'Auvergne. Nous espérons vous avoir donné envie de visiter tous ces lieux, d'y venir en vacances et pourquoi pas de vous installer ici en région Auvergne. Je tiens à remercier celles et ceux qui m'ont aidé à réaliser cette série numéro 2 de Vues d'Auvergne. D'abord toi, Dominique Goutillier, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au cœur de ta nacelle. Damien Bourg et Mathieu Billard pour les images aériennes que vous avez vues tout au long des émissions, Guillaume Talon, assistant réalisateur, Alice Bortolazzo au son, Élise Tassé au maquillage, Eugénie Bourassa, assistante plateau, Géraldine Muselier pour la présence de Vues d'Auvergne sur les réseaux sociaux. Merci à tous les partenaires qui ont rendu possible cette production, le Crédit Mutuel Massif Central, Michelin, EDF, ERDF, McDo, Slicom,
Print Conseil, la ville de Châtel-Guyon et le Conseil régional d'Auvergne. Et puis je termine avec un merci tout particulier à mes deux complices dans cette aventure, Bénédicte Boursier et Georges Abicatar. Jean-Jacques Herrane, merci d'accepter cette interview pour Vue d'Auvergne. Vous êtes le président du conseil régional Rhône-Alpes. Lorsque justement en voiture vous arrivez de Lyon et que vous commencez derrière les monts de la Madeleine à voir le Livradois et puis ces fameux volcans éteints dont on parlait dans l'un des numéros de Vue d'Auvergne, que ressentez-vous? Mais d'abord, la qualité des paysages ici. Pour la région Rhône-Alpes, c'est une façon d'équilibrer notre territoire, d'être marié, uni avec l'Auvergne. Et du côté de Rhône-Alpes, si on commençait une nouvelle série avec un drone, vous nous proposeriez quel lieu? Les étrangers demandent d'abord aller à Annecy. Alors Annecy, le Mont Blanc, ça c'est une carte de visite exceptionnelle pour Rhône-Alpes. Moi j'aime beaucoup deux autres paysages qui sont peut-être moins célèbres, c'est les étangs de la Dombe. Et puis d'autre part, il faut aller dans ce qu'on appelle la Provence, déjà de Rhône-Alpes, donc de Grignan, Nyons. Là, on bascule pratiquement côté méditerranéen. Vous voyez, il y a des choses très différentes.